en manchette. Le mont Fortin prête sa dameuse au mont Bellu. Les compagnies de déneigement de toiture en ont déjà plein les bras et les Saguenayens doivent régler leurs lacunes en défensive. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du 11 février 2020. Malgré l'accident de dameuse survenu dans la nuit de samedi à dimanche à la baie, les pistes du mont Bellu demeureront accessibles aux skieurs grâce au prêt de la dameuse du mont Fortin. Celle-ci œuvrera dans les 2 centres de ski en attendant que la ville de Saguenay trouve une solution à long terme pour maintenir les pentes praticables. Pierrick Pichette, comment s'organisera le damage des pistes? Eh bien, en fait, Laurent, c'est en quelque sorte une garde partagée de la dameuse qui sera effectuée entre les centres de ski du mont Fortin et du mont Bellu. Ainsi, la nuit dernière, la dameuse était chez elle au mont Fortin. Elle y a effectué le damage des pistes et c'est ce matin qu'elle a parcouru les quelques dizaines de kilomètres qui la séparent du mont Bellu pour y effectuer le damage des pistes tout au long de la journée. C'est de cette façon que la ville de Saguenay espère rendre un accès le plus complet et accessible à l'entièreté de ses pentes de ski. Et cette situation perdurera-t-elle jusqu'à la fin de la saison? Eh bien, il est certain que le partage de la dameuse entre les 2 centres de ski sera de courte durée, puisqu'il serait beaucoup trop difficile pour les 2 administrations de coordonner un damage adéquat des pistes en réalisant le partage de l'appareil. Évidemment, une trentaine de kilomètres séparent le mont Bellu du mont Fortin. Il serait donc extrêmement difficile d'offrir des conditions optimales aux skieurs en partageant l'appareil. C'est donc une location d'une nouvelle, dameuse qui sera effectuée par la ville de Saguenay pour terminer la présente saison de ski. Et à long terme, pour les prochaines années, une solution devra absolument être envisagée. Oui, on peut entendre le conseiller municipal de Saguenay, Michel Tifo, à ce sujet. C'est quand même un prix important. Une dameuse, c'est 500 000 $. Est-ce qu'on va en acheter une nouvelle? Est-ce qu'on va louer l'an prochain? Là, il n'y a pas de décision de prise. Mais pour l'instant, on va se servir de la dameuse du Mont-Fortin. Et comment se comporte le conducteur blessé? Eh bien, rappelons tout d'abord les événements. Le conducteur qui est resté coincé dans sa dameuse pendant de longues heures durant la nuit de samedi à dimanche. Il a évidemment été victime d'hypothermie pour ensuite être plongé dans un coma. Il s'est réveillé au bout de quelques jours pour voir son état de santé s'améliorer grandement. En ce moment, il a évité l'amputation de sa jambe des suites de l'accident et évidemment, son état de santé s'améliore constamment depuis ce temps, au grand bonheur du conseiller municipal de Saguenay, Michel Tifo, qu'on peut entendre à nouveau. Pour l'employé de la ville, on craignait qu'il y ait des amputations pour ses jambes. Ce ne sera pas le cas. Alors moi, comme président de la commission des sports, c'est des employés de la ville, c'est des gens qu'on fréquente, qu'on côtoie régulièrement. Alors, j'étais bien content d'apprendre que les nouvelles étaient encourageantes du côté de cette personne-là. Eh bien, merci Pierrick. Ça fait plaisir. Un relais pour la vie plus court et plus vert, c'est ce que la Société canadienne du cancer a décidé de mettre en place pour sa 18e édition de l'événement qui se déroulera le 29 mai prochain au pavillon sportif de l'UQAC. La présidence d'honneur sera assurée par la présidente et directrice générale de Télénet Communications, Annick Saint-Pierre. Un reportage de Lilia Gaulin. Le relais pour la vie permet de rassembler 81 communautés québécoises autour d'un même objectif, soit celui de créer un monde où personne n'aura à craindre le cancer. Pour cette édition, le thème de l'écologie sera mis de l'avant. Donc cette année, on va offrir aux gens, plutôt que d'acheter une chandelle en mémoire d'un disparu, on va pouvoir vendre des arbres pour que ça soit planté. D'autres améliorations sur le plan environnemental devraient être ajoutées dans les années à venir. On se promet qu'à chaque relais, il y aura des pas de plus de fait au niveau de l'environnement. C'est vraiment important pour nous. Contrairement aux autres années où l'édition durait toute la nuit, cette année, les marcheurs seront en action entre 19h et 1h du matin. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient « J'ai vieilli, je le faisais il y a 18 ans, j'étais capable de ne pas dormir, mais maintenant, je ne suis plus capable. » On s'est questionné, c'est-tu encore nécessaire qu'on ne dorme plus? Et on s'est dit que non. C'est plus nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'on fasse le relais d'une manière de concentration d'énergie. Lors des éditions précédentes, la Société canadienne du cancer misait sur le combat. Désormais, elle met l'accent sur l'espoir ainsi que sur le positivisme.
l'espoir, le virage que la Société canadienne du cancer est en train de prendre, qui est très important pour moi, parce que au niveau de l'espoir, d'arrêter de parler du négatif, d'arrêter le message négatif de lutte, de se battre, etc. Lorsqu'on vit ces épreuves-là, le pouvoir des mots est super important, le côté positif. Nous avons démontré que la vie, finalement, est plus grande que le cancer. La 18e édition du Relais pour la vie à Saguenay se tiendra le 29 mai prochain au pavillon sportif de l'UQAC. Lilia Gaulin, ATM Nouvelles, Saguenay. La Ville de Saguenay accorde 485 000 $ aux 5 associations des centres-villes de Saguenay pour l'année 2020. 6 ans après leur ouverture en 2014, les serres Toundra de Saint-Félicien vont de l'avant avec la deuxième phase de leur projet qui vise l'augmentation de la production de concombres. Il s'agit d'un investissement de 40 millions. Gabrielle Morissette, à quoi servira concrètement l'argent investi? Avec les 40 millions de dollars, les serres Toundra pourront doubler leur production, notamment avec l'ajout d'une pouponnière. C'est ce que nous explique le président-directeur général de la compagnie, Éric Dubé. Pouponnière, c'est un endroit où on va faire pousser la première stade des plants, dans le fond, de la graine jusqu'à des premiers 21 jours de la durée de vie du plant. L'entreprise pourra donc produire ses propres plants au lieu d'aller les acheter chez des producteurs ontariens. Tous les légumes seront vendus sur le marché québécois. D'ailleurs, entre 80 et 90 % des concombres consommés par les Québécois proviennent des serres de Saint-Félicien. Et leur production sera donc augmentée. Oui, effectivement, Laurent, le président confirme que la production de concombres passera de 50 millions à 100 millions par année. Pour ce faire, 75 nouveaux employés seront engagés. M. Dubé désire privilégier les travailleurs de la région. On peut l'écouter. Nous, c'est sûr qu'on va engager le plus de maximum le court possible. Avec la pénurie de main-d'œuvre qui touche toutes les entreprises de la région, c'est très difficile. Si le nombre de locaux ne demeure pas assez élevé pour combler les postes, l'entreprise devra se tourner vers des travailleurs à l'extérieur du pays. Ils avaient déjà tenté l'expérience avec des travailleurs du Guatemala. Et les travaux sont-ils déjà débutés? Oui, les travaux sont déjà commencés depuis un petit bout. Toutes les fondations de la deuxième phase sont faites, ainsi que l'installation du câblage électrique et de la canalisation du chauffage. Les installations seront à la fine pointe de la technologie et la salle d'emballage a été automatisée afin d'augmenter la productivité. M. Dubé confirme qu'ils seront en opération dès le début de l'automne prochain. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça fait plaisir. L'Association des centres-villes de Chicoutimi recevra le plus gros bout du bâton avec 195 000 $. La Corporation Centre-Ville de la Baie obtient 80 000 $, tandis que les 3 autres associations de Saguenay héritent d'un compte de 70 000 chacun. En 2018, 750 000 $ étaient remis aux 5 organismes répartis sur le territoire des 3 arrondissements. Cette diminution est due à la disparition du financement de Promotion Saguenay, jugé illégal par le ministère des Affaires municipales de l'époque, le MAMO. Le service de police de Saguenay a amorcé le processus pour accueillir un chien de soutien émotionnel formé par Mira. Il pourrait figurer parmi les premiers corps policiers à bénéficier de ce type de chien. Mon collègue Élie Duquet s'est entretenu plutôt avec la zoothérapeute de la compagnie du Flair et des Pattes, Christine Boucher. Bonjour, Madame Boucher. Bonjour. Alors, vous qui êtes experte en zoothérapie, est-ce que vous voyez l'utilité du service de police de Saguenay de se doter justement d'un chien soutien émotionnel? Absolument. Absolument. Puis c'est vraiment favorisant. Puis ça serait, je dirais, oui, vraiment un gros avantage. Puis justement, en se référant à votre expérience, concrètement, comment est-ce que ce chien-là pourrait aider le service de police de Saguenay dans différentes situations selon vous? Bien, parce que, premièrement, le chien, il aide vraiment à diminuer le stress, diminuer aussi la tension artérielle. C'est un facilitateur pour entrer en contact avec les humains. Ensuite de cela... Ça vient vraiment en support là, à la personne, je suppose. C'est un peu comme quelqu'un pourrait avoir une peluche dans une certaine situation, mais là, à la plage, il va avoir un chien pour... Pas exactement dans le sens que ma compagne et moi, on travaille. Nous, c'est vraiment de l'intervention en zoothérapie. C'est des activités facilitées par l'animal ou des interventions facilitées par l'animal. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est que nous, nos chiens,
ils interagissent, ils ont leur personnalité, puis on travaille avec leur personnalité. Donc, en même temps, je vous dirais un exemple, le simple fait, il faut que l'animal soit à l'aise, soit bien, autant que l'humain. OK. Chez vous, vous êtes copropriétaire de la compagnie du Flair et des Pattes. Absolument. Concrètement, la compagnie... Avec Mme Louise Potvin. Avec Mme Louise Potvin, la compagnie est tout jeune, là. Mais en ce moment, les services que vous offrez aux personnes, ça ressemble à quoi? On offre des services privés. OK. On se déplace dans les maisons privées ou dans les centres, mais en privé. Puis, on offre aussi des ateliers de la prévention contre la morsure. On peut aussi offrir plusieurs autres ateliers. On peut travailler aussi en collaboration avec les professionnels. Exemple, on pourrait travailler avec un travailleur social ou une travailleuse sociale qui ont une clientèle avec une certaine difficulté. Puis nous, on monte une intervention par rapport à la difficulté de la personne. Puis, c'est ça. Nous, on monte l'intervention avec le chien. Donc, le chien il devient vraiment un médium vivant. Puis après combien de temps, cette intervention-là, ça va pouvoir aider la personne? Justement, est-ce que c'est après 1 heure, ça prend plusieurs séances, ça va prendre 1 semaine? C'est vraiment cas par cas, parce que nous, on travaille avec la connexion. Donc, le but, dans le fond, c'est qu'il y ait une connexion entre l'humain et le chien. Puis si ça se fait, c'est merveilleux, tout est gagné. Ça peut prendre quelques séances, comme ça peut prendre 2 minutes. Tout va dépendre. OK. En gros, c'est ça. OK. Et en ce qui a trait au chien, parce que celui-là qui est ici, il a quel âge? 3 ans. 3 ans. C'est Et là, Timothée, bonjour Timothée. Donc, 3 ans, il est déjà apte à devenir chien aidant là, pour diverses situations. Mais ça a pris combien de temps à ce chien-là, entre autres, pour pouvoir être capable d'aider les autres? Bon, Timothée, moi, je l'ai eu à 10 semaines. OK. Puis j'ai commencé déjà à l'éduquer dans le sens qu'il allait être un chien de travail, dans le fond, un chien de zoothérapie. Puis, mais il a pu quand même commencer à venir à l'école parce que moi, j'ai fini mon cours, mon AEC en stratégie d'intervention en zoothérapie au cégep de Chicoutimi. L'année que lui a eu 1 an, c'était ma dernière année à moi, c'est 3 ans. OK. Puis lui, il a pu commencer à venir à l'école seulement la dernière année. Donc, il est venu à l'école 1 année. Donc, quand même, il est venu à l'école 1 an. Il a fait les stages. OK. Puis, on a commencé, après ça, à travailler ensemble. On a une super belle connexion. Je connais parfaitement mon chien. Mon chien me connaît aussi. C'est super. Donc, on vient de débuter à travailler. Dans ce qui a trait au chien, l'espérance de travail pour un chien comme ça, est-ce que c'est jusqu'à la mort? Est-ce que lui aussi va avoir le droit à une certaine retraite à la fin de sa vie? Comment ça se passe? C'est lui qui décide. OK. C'est lui qui va décider quand il va prendre sa retraite. Moi, tant que mon petit chien est heureux, mon chien adore travailler, il adore faire des petits tours, il adore... tant qu'il va être heureux à faire ça, il va le faire. Le jour où ça ne tentera plus, je vais m'apercevoir qu'il aime moins ça, il va prendre sa retraite, puis c'est un autre qui va prendre sa place. D'accord. Donc, le chien est à l'écoute de vous, mais vous aussi, vous êtes à l'écoute du chien. Absolument. Puis je ne veux pas oublier le beau Pixel qui travaille aussi avec nous. C'est vrai, il faut le mentionner, qui est tout juste à côté de Qui est tout juste à côté. Pixel a 6 ans, 7 ans. Pixel a 7 ans. Excellent. Puis ça va être la même chose pour Pixel. Quand Pixel, ça ne dira plus qu'il n'aura plus le goût de faire son travail, il va prendre sa retraite. Excellent. Eh bien, merci beaucoup, Mme Boucher, pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui. Plaisir. Alors, je m'entretenais aujourd'hui avec la zoothérapeute et copropriétaire de la compagnie du Flair et des Pattes, Mme Christine Boucher. À la suite des plus récentes bordées de neige, les toitures, autant résidentielles que commerciales, cumulent d'énormes quantités de neige. Les quelques compagnies de déneigement peinent déjà à suffire à la demande. Michael Fréchette, en quoi est-ce nécessaire de déneiger les toitures? Oui, Laurent, vous devez savoir qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas obligatoire de déneiger les toitures. C'est beaucoup plus en cas préventif, advenant que des enfants ou des animaux s'amusent le long de la maison. S'il y a tombé de neige ou de glace, ça pourrait être catastrophique comme dégâts, mais également s'il y a des fuites, des fissures au niveau du toit lors des fontes des neiges, ça pourrait être également très, très grave comme dégâts. Voilà. Et comment savoir qu'il est temps d'enlever la neige?
Selon le copropriétaire d'arboriculture du fjord, M. Étienne Bissonnette, lorsqu'il y a 3 à 4 pieds de neige, les gens peuvent commencer à faire déneiger leur toiture, mais invite la population à y aller avec le gros bon sens. On l'écoute à ce sujet. Soit la neige commence à tomber par en avant, disons, en avant des entrées, que la neige peut menacer de tomber sur le parking, sur les autos, ça pourrait causer du dommage. C'est surtout des choses comme ça. Ou, disons qu'une toiture est un peu maganée, puis il y a peut-être des infiltrations d'eau. À ce moment-là, c'est important de bien déneiger. Une compagnie plutôt que de le faire soi-même. Bien, c'est l'aspect sécurité qui prime. Les gens qui n'ont pas nécessairement le matériel adéquat pour monter, bravir leur toiture. Également, avec les intempéries qu'on connaît au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le vent, le froid, la glace. Parfois, les gens qui n'ont pas conscience des réels dangers. Dans les années antérieures, on a vu plusieurs cas désolants de personnes qui sont tombées. Donc, on invite les gens à être très, très prudents. On écoute encore une fois le copropriétaire, M. Bourassa. Parce que nous autres, on est professionnels, on a tout l'équipement nécessaire, c'est-à-dire des harnais, des systèmes de cordes pour s'attacher sur le toit. On ne peut pas tomber au sol, on ne peut pas se briser le membre, on ne peut pas se faire mal. Et rapidement, il y a certaines consignes à respecter advenant qu'un citoyen voudrait déneiger lui-même. Absolument, on invite les gens à ne pas monter sur le toit. C'est la meilleure façon de ne pas y tomber. Également, de déneiger leur toiture avec une perche au sol. Également, qu'il y a plus de risque de tomber du toit que de voir la toiture tomber elle-même. Merci beaucoup, Michael. Un plaisir. La propriétaire de la boulangerie Vite des Pêchés, Stéphanie Ariot, a acquis un nouveau local au 2449 rue Saint-Dominique à Jonquière à la suite de la fermeture de son ancien établissement en raison d'une inondation le 7 octobre dernier. C'est la 6e fois que son commerce subit des dommages et elle doit payer de sa poche si elle veut être opérationnelle prochainement. Un reportage d'Édouard Sanger. Stéphanie Ariot est passionnée de boulangerie depuis l'âge de 6 ans. Originaire de France, cela fait 5 ans qu'elle a ouvert sa boutique et qu'elle a été victime d'une 6e inondation. En l'occurrence, le dernier, c'est rupture de chauffe-eau qui était caché dans les murs au 2e étage. Deuxième étage était inhabité, il s'est gorgé d'eau, il s'est écrasé au premier, qui lui, au premier étage, était en réparation, donc inoccupé aussi, et ça s'est gorgé d'eau jusqu'à ce que ça atterrisse sur moi. Fermée le 7 octobre dernier, elle se bat contre les propriétaires des lieux pour la mauvaise qualité des réparations. Le 9 octobre, il a reçu une mise en demeure comme quoi je faisais résiliation du bail. Et puis le 14 janvier 2020, il en a reçu une autre. Le propriétaire, c'est lui, un des 4 propriétaires qui faisait lui-même le plombier. Et puis voilà, finalement, moi j'ai des doutes quant à la salubrité du local maintenant. Malgré une aide pour subvenir à ses besoins, elle paye de sa poche pour l'achat de matériaux et pour son nouveau local. Les aléas, c'est perte de mes chambres froides puisque je n'ai pas les moyens de les reconstruire dans le nouveau local. Je continue à payer 10 000 $ là-dessus encore. Le problème, c'est qu'après mon installation selon les normes, pour un grand total de 40 000 plus taxes, et j'ai absolument pas les moyens, quoi. Madame Ariot se bat tous les jours pour ouvrir son commerce malgré le moral faible. Je vis du reste des chèques que l'assurance m'a donné, 14 000 $ moins tout ce que j'ai dû payer. Et je survis d'une semaine à l'autre. C'est véritablement une course contre la montre pour la propriétaire de Vite des Pêchés, car elle espère de tout cœur pouvoir ouvrir pour la période de Pâques, étant donné que c'est un grand chiffre d'affaires pour le monde de la boulangerie, malgré que les chances sont un petit peu minces, mais elle espère de tout cœur pouvoir bien s'intégrer à son nouveau local au 2449 rue Saint-Dominique. Édouard Sanger, ATM Nouvelles, à l'ancien local de Vite des Pêchés. Les Jonquiérois ont des avis partagés sur le projet GNL Québec. À l'approche des rencontres communautaires que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada tiendra le 13 février à Saguenay. Rudy Jourdouin s'est rendu sur le terrain pour obtenir l'avis de citoyens sur le sujet. Alors, Rudy, quels sont les constats que vous avez notés? Il y a une grande proportion de personnes qui ne connaissent pas suffisamment le sujet pour émettre une opinion. Cependant, ceux et celles qui se sont prononcés sur le sujet ont des avis relativement divergents. Et quels sont les points positifs et négatifs qui ont été les plus récurrents? En fait, le point pour qui a majoritairement été mentionné, c'est la création d'emplois. Mais à l'inverse, le point négatif le plus récurrent, eh bien, c'est le risque de déversement pour l'environnement. Merci, Rudy. Allons maintenant voir ce que les gens ont à dire sur le projet de gazoduc de GNL Québec. Je suis pour. C'est un peu mitigé entre les deux. Je sais pas c'est quoi le projet GNL. Je suis pour, parce que là, vraiment, là, faut vraiment que la région se développe.
Je serais porté a priori à dire que je suis contre. Et on n'entend pas tellement parler, fait que ce serait le fun de savoir c'est quoi avant tout. Je suis pour à 30 puis contre à 70. Il y a tellement d'autres façons de développer que cette façon-là. Moi, je suis pour. Je pense que ce serait un beau projet pour la région. Le Festival des glaces fait son grand retour à la municipalité de Saint-Gédéon pour une 19e édition jusqu'à dimanche prochain. L'événement, qui a bénéficié d'un budget de 100 000 $ et de l'aide de plusieurs partenaires, accueillera notamment le finaliste de la Voix 2019, Colin Moore. Un reportage d'Antoine Pélan-Raté. Situé près de l'hôtel de ville de Saint-Gédéon, cette nouvelle édition du Festival des glaces a tout pour plaire aux petits comme aux grands. Glissades, patinoires, sculptures sur glace, bars et salles de spectacle chauffées, tout est en place pour recevoir une grande variété d'activités hivernales. On retrouve notamment dans la programmation du traîneau à chiens, des repas, de la danse en ligne et des spectacles comme celui du finaliste de la Voix 2019, Colin Moore, qui sera en spectacle au festival vendredi prochain à 21h. Pour la présidente du comité organisateur, Sandra Bilodeau, l'aide de leurs bénévoles a été essentielle pour l'avènement du festival. On a beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui s'impliquent dans la municipalité. On est super choyés d'avoir des bénévoles là, autant parce que si on n'aurait pas de bénévoles, on ne pourrait pas avoir le festival. Là. En plus de l'importante aide financière de la municipalité de Saint-Gédéon, le festival a bénéficié de l'aide de Patrimoine canadien, de la Caisse des jardins des 5 cantons et de Alma Honda, qui a fourni un de leurs véhicules pour le déplacement de matériel. Le comité organisateur a aussi tenté de diminuer l'empreinte écologique de leur événement. Plutôt que de prendre des canettes, les gens peuvent utiliser une éco-coupe pour 2 $. On leur donne une éco-coupe, puis s'ils nous la ramènent, on lui redonne le 2 $. La présidente du comité confirme qu'une 21e édition aura lieu l'an prochain. La préparation commence dès ce printemps. Les citoyens de Saint-Gédéon pourront participer à la Marche des Étoiles qui se déroulera ce soir à 18h30. Le festival devrait s'étirer jusqu'au 16 février prochain. Antoine Pélan-Raté, ATM Nouvelles, Saint-Gédéon. Les microbrasseries de la région L'Opéra et Pibrac seront présentes à la 3e édition du Saint-Malo Craft Beer Festival en France les 13 et 15 mars prochains. Leur but sera de découvrir et promouvoir l'expertise québécoise dans le domaine microbrassicole et s'imprégner du savoir-faire de brasseurs provenant de cultures différentes et créer des contacts. Le voyage entretiendra également la collaboration entre les microbrasseries québécoises et françaises. Une entente entre le ministère de la Famille et la Fédération des intervenants en petite enfance du Québec semble encore loin d'être atteinte. Pendant ce temps, les moyens de pression des responsables en services éducatifs en milieu familial continuent d'augmenter chaque semaine. Michaël Leblanc s'est entretenu avec la présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, Julie Saint-Arnaud, à ce sujet. Tout d'abord, Michaël, en quoi consistent ces négociations? Eh bien, ces négociations ont lieu entre le ministère de la Famille et les responsables en milieu familiaux, provenant de différents endroits du Québec. En fait, le gouvernement offre une augmentation de seulement 6 cents pour l'année à venir aux RSE et RSG. D'ailleurs, les RSE et RSG se retrouveraient donc avec un salaire sous le salaire minimum. Et aussi, l'offre ne couvre même pas l'inflation, puisque c'est une augmentation de seulement 6,5 % sur 5 ans qui est proposée. Et quels sont les moyens de pression actuels utilisés pour les RSE? Eh bien, les moyens de pression ont débuté il y a de cela 3 semaines. Chaque semaine, les services de garde ouvriront en retard 15 minutes supplémentaires. Donc, la première semaine, c'était 15 minutes, la deuxième, 30 minutes. Et cette semaine, les services de garde ont ouvert 45 minutes plus tard que l'heure d'ouverture prescrite. Il y a aussi une possibilité de fermer une journée complète dans le futur. Quelles sont les réactions des parents face à ces moyens de pression? Eh bien, les parents semblent quand même supporter les RSE et RSG. D'ailleurs, Mme Dufour avait quelque chose à dire à ce propos. C'est sûr que quand on explique la situation aux parents, ils connaissent que les coûts de la vie augmentent à toutes les années. Puis nous, on nous donne, dans le fond, 6 cents de plus de l'heure, c'est 60 cents par jour. Fait que c'est même pas, écoute, un café. C'est vraiment ridicule. Et quelle serait la réaction des RSE si le ministère continue de ne pas réagir?
Eh bien, c'est sûr que tout d'abord, du côté des RSE, on espère qu'une entente soit atteinte le plus tôt possible. Cependant, il se pourrait que de nouveaux moyens de pression arrivent sur la table. On écoute encore une fois Mme Saint-Arnaud à ce sujet. C'est sûr qu'on pourrait retourner en assemblée générale auprès de nos membres pour aller chercher plus de moyens de pression lourds parce que présentement, là, il y a vraiment, ça piétine à la table de négociation. Là. Et pour finir, quelles sont les mesures prises du côté du syndicat des responsables de services de garde en milieu familial de la région? Eh bien, ce syndicat, il faut préciser, est représenté par la CSN. Ce syndicat a donc annoncé le 10 février dernier qu'il avait voté pour une grève. Cette grève pourrait être déclenchée à tout moment et, selon les dires de la CSN, ce sont tous les services de garde représentés par ceux-ci qui voteront en fait cette grève dans les prochains jours. Merci, Miguel. Ça m'a fait plaisir. Depuis le retour des fêtes, les Saguenayens de Chicoutimi éprouvent quelques difficultés en défensive. Ils doivent composer avec plusieurs nouveaux joueurs acquis à la période de transaction, ainsi qu'avec de nombreuses blessures. Un reportage d'Alexandre Brière. Les Saguenayens de Chicoutimi profiteront des journées de mardi et mercredi pour s'entraîner et l'entraîneur-chef Yannick Jean pratiquera surtout le jeu défensif, un aspect qui fait défaut depuis quelques matchs avec 29 buts encaissés lors des 6 dernières parties. On a adressé la situation avec nos joueurs. On essayait de jouer de la même manière avec un alignement décimé de 6-7 morceaux que si on avait un alignement complet. Il faut s'assurer de faire les choses plus simples, être plus patient défensivement, moins prendre de chance avec la rondelle. Le nouveau venu chez les Sags, Dawson Mercer, est bien au courant de la situation et Hendrix Lapierre croit qu'avec l'offensive qu'il possède, le club ira loin en série si cette lacune se règle. I think that's one of the aspects we got to work on. So, as you said, there was a lot of goals scored in previous games, and we want to make sure we fix that up, clean it up, and make sure when playoffs come, that's not an issue no more. Notre dernier match contre Drummondville qu'on a joué samedi, je pense qu'on a très bien joué. Si on est capable de jouer défensivement de cette manière-là dans tous les matchs, je pense qu'on va pouvoir avoir beaucoup de succès là, des fois. Les attaquants Hendrix Lapierre et Dawson Mercer ont été honorés hier soir au Centre Bell puisqu'ils font partie des meilleurs espoirs au prochain repêchage de la LNH qui aura lieu à Montréal le 26 juin. Bien, écoute, c'est sûr que c'est très spécial. Quand j'ai reçu l'appel, je savais que ce serait une soirée assez particulière là, de pouvoir vivre ça avec les autres joueurs de mon groupe d'âge puis quelqu'un qui a la médaille d'or. Pretty special moment. It was a cool experience for them to honor us and, you know, being there to unveil the new draft logo and, you know, see some big names like Guy Lafleur and them, so. Les Saguenayens disputeront la victoire aux Huskies de Rouyn-Noranda et 2 fois aux Foreurs de Val-d'Or dès vendredi. Et la recette, selon Yannick Jean, est de se concentrer sur un match à la fois et d'oublier le classement général. On ne s'attarde pas à l'adversaire. On ne peut pas se permettre de porter attention à l'adversaire au moment où on se parle. Comme je l'ai dit, c'est juste le focus sur nos joueurs. Les Saguenayens de Chicoutimi occupent présentement le 2e rang dans la LHJMQ à égalité avec les Wildcats de Moncton à 11 points du Phoenix de Sherbrooke avec 18 matchs à jouer au calendrier. Si les Sags veulent rejoindre le Phoenix et terminer au sommet du circuit courteau, ils ont encore bien du pain sur la planche. Ici Alexandre Brière, ATM Nouvelles, Saguenay. L'équipe féminine de volleyball Division 1 des Gaillards du Cégep de Jonquière a remporté sa première victoire à domicile de la saison la fin de semaine dernière. Elle terminera sa saison samedi alors que le Cégep de l'Outaouais sera de passage pour disputer une rencontre capitale pour le classement. L'entraîneur-chef Daniel Dawson était de passage dans nos studios. Jérémy Bezeau s'est entretenu avec lui afin de discuter de ce qui attend son équipe en vue de la fin de la première saison dans la division la plus élevée au Québec. Alors, pour débuter, pourquoi le match de samedi aura une grande importance pour la saison? Bien, il nous permet de s'approcher de nos rivaux au niveau du classement. Et puis, on peut dépasser une équipe là, en gagnant le match de samedi. Donc, si on monte dans le classement, on devrait avoir peut-être un adversaire plus facile à affronter là, aux championnats provinciaux. Et justement, quels sont vos espoirs pour ce championnat-là? Bien, on a des belles attentes parce que notre fin de saison se déroule très bien. On a eu justement 2 victoires en 3 matchs. L'ambiance est positive. On réussit à s'établir et à s'imposer un petit peu plus qu'en début de saison. Je dirais que les ajustements là, de notre arrivée dans la nouvelle ligue se sont bien passés. Puis là, bien, on a les fruits de notre travail. Et pensez-vous peut-être même vous rendre jusqu'au championnat canadien?
C'est une option. C'est sûr que c'est l'objectif. On a des bons adversaires à affronter, mais avec ce qu'on voit en fin de saison, ça va être la meilleure équipe cette fin de semaine-là qui va s'en sortir gagnant. Et on sait que vous êtes la seule équipe qui est au nord de Québec. Beaucoup de voyagements. Est-ce que ça peut avoir joué un rôle sur vos performances cette saison? C'est sûr qu'on a un calendrier qui est plus difficile que d'autres équipes. On a souvent 2 matchs en 2 jours. Quand on voyage à l'extérieur de la région, on se déplace pour 2 matchs. Donc, 2 matchs en 2 jours de façon assez récurrente. C'est un défi pour n'importe quelle équipe. Nous, ça nous arrive un petit peu plus souvent que les autres. Par contre, on a plus souvent des fins de semaine de congé. Donc, ça devrait être un avantage. Mais évidemment là, que les déplacements, tout ça, bien, c'est une charge supplémentaire pour les athlètes. Et en parlant de recrutement, le recrutement, on sait à l'extérieur de la région comment ça va fonctionner, étant donné que vous êtes seulement 11 joueurs dans l'alignement et il y a 2 joueuses qui vont partir. Bien, en réalité, on garde la grosse majorité de notre équipe. Donc ça, c'est assez positif pour les performances qui sont à venir. Puis au niveau du recrutement, on a un bassin de développement régional qui nous permet d'aller chercher 3-4 joueuses dans notre région à chaque année. Puis on essaie de se compléter avec 2, 3, 4 joueuses de l'extérieur de la région. Donc ce qu'on vise pour l'an prochain, c'est d'avoir un alignement autour de 15 à 16 joueuses. Puis on est déjà bien avancé dans ce processus de recrutement-là, avec un noyau de la région, des joueuses de Charlevoix, Trois-Rivières, Joliette, Sept-Îles qui se joignent à l'équipe. Donc, vraiment un bel avant-goût de notre prochaine saison avec ces joueuses-là qui s'ajoutent. Et on sait, la saison tire à sa fin. Samedi, c'est le dernier match de la saison. Et justement, vous êtes l'entraîneur-chef du Cégep de Jonquière. Comment vous avez vécu cette première saison-là à la barre de l'équipe en Division 1? C'était très, très positif. Moi, c'est ma 11e année comme entraîneur-chef, ma 14e année comme entraîneur des Gaillards. C'est la première année en Division 1. Ça a été une super belle expérience. Ça fait plusieurs années qu'on travaillait dans ce sens-là pour monter de division. Il y a eu quelques défis, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement positif. On s'entraînait déjà comme une équipe de Division 1. Maintenant, on affronte les meilleures équipes au Québec dans le meilleur réseau de compétition. C'est un challenge. C'est ça que les athlètes voulaient, c'est ça que les entraîneurs voulaient. On voulait ce challenge-là. Puis pour le moment, on répond très bien. Les filles travaillent fort. Ils ont des super belles progressions. Fait que c'est très positif. Et c'est quoi les différences entre la Division 1 et la Division 2, mis à part le niveau de compétition? La formule de compétition en Division 2, c'était des tournois, donc plusieurs matchs la même journée. En Division 1, on affronte des équipes, des programmes, donc on peut se préparer pour ce match-là. Donc ça, c'est une très grosse différence. Ensuite, il y a un aspect préparation, visionnement. Donc maintenant, tous les matchs sont en ligne en Division 1. On peut faire du visionnement des matchs précédents de nos adversaires pour se préparer pour les affronter la fin de semaine. Donc, c'est des choses qu'on n'avait pas l'occasion de faire avec l'ancienne formule, puis que là, bien, c'est tout à fait très, très intéressant. Et là, justement, la saison 1 tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les Gaillards de Jonquière pour l'an prochain? Bien, on va commencer par des succès aux championnats provinciaux qui s'en viennent, mais l'an prochain, les perspectives sont bonnes. On a un bon noyau de joueuses qui demeure. On a des recrues très intéressantes qui se joignent à l'équipe. On prévoit là, une excellente deuxième année, là, suite à tous les petits ajustements qu'on a eu à faire. Là, on va être plus en année de performance l'an prochain. Puis ça devrait bien se passer. Ça devrait très bien se passer. On est toujours enthousiaste de chaque année. On voit l'année qui s'en vient. Puis je pense qu'il y a des belles perspectives pour l'équipe, puis des belles expériences à venir pour les filles aussi. Bien, merci beaucoup.
Je m'entretenais avec l'entraîneur-chef des Gaillards de Jonquière en volleyball féminin D1, Daniel Dawson, qui terminera sa première saison en première division samedi prochain. Petit retour sur les Saguenayens de Chicoutimi. Ils ont annoncé que le match Vintage, qui avait été annulé dû à une tempête hivernale, sera repris le dimanche 8 mars prochain. Les hommes de Yannick Jean seront donc en action devant leurs partisans au centre Georges Vézina dès 19h pour cette partie dans laquelle ils porteront leurs uniformes orange des années 70. Les détenteurs de billets de saison ainsi que les partisans qui avaient un billet pour le match du 7 février devront utiliser leur billet de cette partie pour assister à la rencontre du 8 mars. Mesdames et messieurs, c'était votre web journal du mardi 11 février. Et maintenant, à la météo, on rejoint Ariane Belland. Alors oui, Laurent, on a connu un temps assez clément aujourd'hui. On garde ces températures ce soir. Par contre, cette nuit, ça va se refroidir légèrement et on attend moins d'1 centimètre de neige à Saguenay. Demain, ce sera ciel variable et on attend encore quelques flocons et des températures entre -1 et -11 degrés au thermomètre avec des vents de 30 km/h. Donc, ça va refroidir légèrement. Mesdames et messieurs, c'était votre web journal du mardi 11 février. Bonsoir.